Il est 20h30 ici à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin sur France 24 avec Richard Verly, correspondant ici à Paris de l'édition française du quotidien suisse Blick. Bonjour Richard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, Karim Akiki, rédacteur en chef à France 24. Bonjour Karim. Bonsoir. Au sommaire, aucune possibilité de cesser le feu à Gaza sur Joe Biden. Toutefois, la Maison-Blanche annonce 4 heures de pause humanitaire quotidienne dans l'offensive israélienne, alors que des dizaines de milliers de Palestiniens fuient à nouveau les combats en direction du sud de l'enclave. Au-delà des pauses dans l'offensive, Emmanuel Macron lui appelle désormais à œuvrer à un cessez-le-feu. Le président français qui a accueilli à Paris une conférence humanitaire pour Gaza. Tout pays confondu, les nouveaux engagements d'aide à l'enclave palestinienne dépassent désormais 1 million d'euros depuis le 7 octobre. C'est tout de suite, on va plus loin. Israël va donc commencer à faire chaque jour des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Annonce de la Maison-Blanche pour la première fois depuis le début de l'offensive israélienne il y a un mois. C'est certes un pas en avant, même si c'est loin du cessez-le-feu réclamé par les humanitaires et nombre de pays, dont désormais la France. Emmanuel Macron l'a dit en ouverture d'une conférence humanitaire ici à Paris. Il faut œuvrer à un cessez-le-feu. Ludovic de Foucauld. 80 pays et organisations internationales à l'Elysée, mais Israël n'a pas été invité. Emmanuel Macron a donné ce jeudi matin le coup d'envoi de cette conférence humanitaire pour Gaza en appelant de ses vœux, à terme, à un cessez-le-feu. Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable. Ce n'est pas négociable. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Le président a annoncé que l'aide française pour les Palestiniens allait passer de 20 à 100 millions d'euros pendant que les humanitaires de l'ONU dressaient un tableau horrifié de la situation dans l'enclave palestinienne. Dit très simplement, la situation est insupportable et permettre qu'elle perdure serait un travestissement. Nos abris sont surpeuplés. La nourriture, l'eau, l'intimité sont rares. Les épouvantables conditions sanitaires font peser un risque important de santé publique. La conférence a permis de discuter d'objectifs concrets sur le terrain, restaurer les arrivées d'eau potable, de carburant et l'électricité, garantir que les aides pour Gaza ne soient pas détournées par le Hamas, mettre en place un corridor maritime humanitaire pour acheminer de l'aide par la côte de la bande de Gaza. Des discussions qui ne sauraient donner de résultats sans arrêt des combats. Israël et le Hamas répètent qu'ils excluent toute possibilité d'un cessez-le-feu. Israël demande au préalable la libération de tous les otages. Le Hamas, la levée du siège de Gaza. En attendant, l'aide au point de passage égyptien de Rafah ne passe toujours qu'au compte-gouttes. Et on en est donc pour l'heure à de simples pauses humanitaires de 4 heures par jour. Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem pour France 24. Comment en est-on arrivé là côté israélien ? C'est quelque peu une officialisation de quelque chose qui a déjà lieu depuis 4 jours environ, puisque l'armée israélienne établit ce qu'elle appelle des couloirs sécurisés pour permettre à la population civile qui est toujours dans le nord de fuir vers le sud. Hier, par exemple, on sait que 50 000 Palestiniens ont pris ces routes et donc désormais la Maison-Blanche l'officialise. Cela devrait se poursuivre dans les prochains jours, mais on ne parle pas bien sûr de cessez-le-feu puisque l'armée ne bombardera pas uniquement sur certains axes, les axes où passent les civils. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a néanmoins réagi, qualifiant cette déclaration américaine de grave erreur. Et puis, l'autre information de la soirée, c'est celle de la libération potentielle de 2 otages. Le djihad islamique a publié une vidéo dans laquelle on voit une femme de 77 ans en fauteuil roulant, ainsi qu'un jeune garçon d'environ 12 ans qui, lui, selon le communiqué, aurait de l'asthme. Le djihad islamique dit qu'il est prêt à libérer ces 2 otages pour des raisons humanitaires et médicales, je cite. Mais bon, à l'heure actuelle, la libération n'a pas eu lieu, puisque notamment les brigades d'Al-Quds, donc la branche armée du djihad islamique, avaient dit que ces libérations auront lieu si la situation sur le terrain le permet. Et puis, cette annonce, elle vient dans un contexte de négociation qui se passe en ce moment à Doha, entre les Américains, les Israéliens et les Qataris. Une source présente lors de ces négociations dit à la presse qu'une éventuelle trêve humanitaire est possible en échange de la libération d'otages et puis pour permettre davantage d'aide entrant dans la bande de Gaza, même si pour l'instant, Joe Biden l'a dit, Netanyahou aussi, il n'y a pas de cessez-le-feu possible avant une libération totale des otages.
Voilà, pas de cessez-le-feu donc. On a entendu pour la première fois Emmanuel Macron aujourd'hui appeler clairement à un cessez-le-feu. C'est un changement dans la position française, Richard? Oui, Emmanuel Macron, il est maintenant dans la posture du défenseur humanitaire de la population palestinienne. C'est la posture qu'il a choisi d'adopter avec cette conférence. Il va sans doute pousser pour ça. Après, il y a une énorme interrogation. D'abord, vous aurez noté que pour l'instant, ce qu'avaient promis les Européens, ne parlons que de ce qu'ont fait les Européens, c'est-à-dire ce corridor humanitaire maritime, eh bien, il ne se matérialise pas. Il n'y a toujours rien. Donc je crois qu'il faut faire malheureusement une énorme différence entre les annonces, entre les pressions diplomatiques et la réalité sur le terrain. D'ailleurs, pour prolonger ce que vous dites, c'est vrai, la France a projeté l'armée, le Tonnerre, ce énorme porte-avions qui croise dans les eaux chypriotes. Il n'a pas eu l'autorisation d'accoster ni côté égyptien, ni côté israélien. On sait qu'il y a des lits médicalisés, on sait qu'il y a du matériel. On est loin des navires hôpitaux dont on dit qu'ils étaient prêts ou qu'on allait en tout cas nous annoncer une annonce pour un éventuel arrimage à Gaza. Et il y a eu une deuxième annonce cette fois pour annoncer un deuxième porte-avions qui irait sur place, mais pour faire quoi finalement? Pour être bloqué là, être au plus proche de la situation. On sait que la France, par exemple, a déployé ce genre de matériel pour pouvoir utiliser des véhicules amphibies qui puissent aller directement sur la plage et non pas passer par le point de Rafah, parce que ce point de Rafah pose un problème politique énorme. Il est contrôlé côté gazaoui par le Hamas. De l'autre côté, c'est l'Égypte. Politiquement, c'est compliqué. Nous avons vu le secrétaire général des Nations Unies se déplacer sur place. Donc c'est au compte-gouttes. En réalité, en attendant, Emmanuel Macron a fait ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire une diplomatie une diplomatie humanitaire, parce qu'en attendant, même demander un cessez-le-feu, c'est politique. Une trêve, déjà, aurait été une première étape, parce que la sémantique est importante entre trêve, qui permettrait d'aider les populations civiles, alors qu'un cessez-le-feu supposerait d'abord l'accord des deux parties, avec une solution politique qui irait au bout. Là, pour l'instant, nous en sommes très loin. Oui. Alors, il y a un élément, nation noire et des combats. Il y a un élément. Nous, on a eu, à quelques journalistes, on a eu cet après-midi, en off, comme on dit, un haut responsable européen qui nous a confirmé que les discussions ont commencé entre les pays arabes et ça va au-delà de simplement les discussions pour la situation humanitaire. Il y a un embryon de discussion sur le jour d'après. L'avenir à Gaza. Absolument. Ça a commencé, c'est quand même à prendre très au sérieux. Ouais. Alors si on met tout ça bout à bout, même si c'est 4 heures, ça apparaît rien du tout. La conférence à Paris, le fait qu'on discute sur les otages, peut-être arrive-t-on à ce moment tant espéré où on va commencer à voir la lumière au bout du tunnel. On est presque... Personne n'y croit, mais malheureusement, je crois qu'il faut s'accrocher à la moindre petite Vous voulez dire, Richard, qu'on commence à envisager une possible force internationale ou régionale d'interposition? Alors ça, le ministre italien des Affaires étrangères l'a proposé. Il a proposé que ce soit les Nations Unies sur un modèle qui pourrait être celui du Kosovo. Vous vous souvenez ce qui s'était fait au Kosovo, protectorat international entre les Nations Unies et l'OTAN. Donc ça, c'est les Italiens qui en ont parlé. Mais au-delà, dans d'autres capitales et les capitales arabes, il y a bel et bien en ce moment déjà des négociations secrètes qui ont commencé. Oui, mais pour peut-être proposer une autre alternative que celle proposée par les pays occidentaux. En d'autres termes, ce serait le Qatar qui prendrait l'administration. Oui, parce qu'on évoquait l'Égypte, qui est une solution évidemment dont on imagine qu'elle satisferait Israël. Mais ce n'est pas possible. Du Qatar, qui certes pourrait être un médiateur dans cette crise, mais enfin dont on sait qu'il est proche des leaders du Hamas, qui l'héberge d'ailleurs un certain nombre d'entre eux. Il les héberge, il est proche idéologiquement, il les soutient financièrement. Du côté du monde arabe, c'est vrai que on regarde ce qui se fait du côté européen, américain, mais le monde arabe aussi a envie de proposer sa propre solution avec cette alternative du Qatar qui pourrait prendre la main. On sait que le Qatar a quand même, avant le 7 octobre, beaucoup parlé avec les Israéliens. D'ailleurs, ce sont les Israéliens qui lui permettaient, on le sait tous, de financer la bande de Gaza directement via des valises qui passaient par Israël pour aller dans le Qatar. Non seulement l'assentiment, mais même la bénédiction d'Israël qui voyait là le moyen de garder d'une certaine manière la colère sous cloche. Absolument, et d'affaiblir également le Fatah qui était lui en Cisjordanie. On peut parvenir à une solution sur l'après à Gaza entre pays arabes sans, d'une certaine manière, l'assentiment israélien, Richard Verly? Alors sans l'assentiment israélien, c'est impossible. Parce que bien évidemment, les Israéliens contrôlent tout. Non seulement, et puis on est dans une situation de guerre et vous avez bien compris que les Israéliens ne vont pas arrêter les opérations militaires. Ils vont les poursuivre. Il y a quand même un enjeu, tout simplement, vous parliez de l'enjeu des otages. Posons un certain nombre de questions. D'abord, les otages, on dit qu'il en reste 200.
230. Mais peut-être qu'un certain nombre d'entre eux sont déjà morts. Israël dit 239. Les Israéliens disent 239. Où sont-ils? Ils sont sans doute au sud de la bande de Gaza, c'est-à-dire au milieu de la population. Donc le défi, il est énorme, le défi militaire. Les Israéliens ne vont pas aller maintenant bombarder le sud de la bande de Gaza, parce que là, ce serait vraiment un génocide, il faut bien le dire le mot. Donc je crois que les choses se mettent en place. Il y a sans doute des discussions, mais il est évident qu'Israël doit, c'est obligé, faire partie prenante de ces discussions. Interrogé en tout cas sur la question, on l'a vu, Joe Biden lui juge qu'il n'y a aucune possibilité de cesser le feu à Gaza. Ça ne sert pas les efforts déployés par la France, mauvaise volonté américaine qui ne souhaite peut-être pas faire pression sur son allié israélien ou simple constat d'impuissance de la part du locataire de la Maison On l'a Blanche. entendu, oui, le président Biden a dit qu'il avait du mal déjà à faire accepter au Premier ministre Netanyahou juste cette possibilité de trêve, en tout cas de pause, pour que les civils puissent quitter la zone. On voit bien que ce sont d'abord les Israéliens qui sont dans leur droit de guerre, j'allais dire, d'aller récupérer leurs otages. Mais ça pose la question de l'objectif militaire de cette opération à Gaza. Quel est l'objectif militaire in fine pour les Israéliens avec cet objectif? Est-ce que c'est détruire le Hamas, comme ils ont dit? Ça paraît compliqué. C'est l'objectif annoncé. C'est l'objectif annoncé, mais ça paraît difficile, compliqué, autant politiquement que militairement. Est-ce que c'est libérer les otages? Je vois bien que c'est très difficile, vous le disiez à juste titre. Ils sont au milieu de la population. Donc Israël doit également réfléchir à sa stratégie militaire qui ne peut pas faire l'impasse d'une stratégie à la fois humanitaire et de négociation. Faire libérer l'ensemble des otages sans avoir à libérer de prisonniers palestiniens, c'est aujourd'hui la condition que donne Benyamin Netanyahou à un cessez-le-feu, justement. Absolument, puisque le Hamas avait laissé entendre qu'il était d'accord pour libérer les otages contre la libération de tous les prisonniers palestiniens. Bien évidemment, il est impossible de dire si le Hamas aurait tenu parole. Mais en tout cas, Israël a refusé cette option. Ce que vous dites, c'est ce qui va à un moment donné sans doute entrer en matière. Moi, mon impression, il y a quand même des choses étonnantes. Regardez, on commence à voir des images, on en a montré ici, de la région nord de la bande de Gaza, quadrillée par l'armée israélienne. On ne voit pas du tout de combattants morts du Hamas. Non. Et les tunnels qu'ils montent, certes, il y a effectivement des entrées de tunnels, mais on est loin du complexe militaire qu'on nous avait vendu. En revanche, on voit bien des villes quasiment vitrifiées qui nous rappellent les images de Syrie, de Homs, par exemple. Donc ça pose quand même de vraies questions, parce qu'une guerre avec des tunnels, on en a eu une récemment. Souvenez-vous, Mariupol, on voyait les combattants, on voyait le complexe de tunnels. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'Israël n'est pas au fond, finalement, les objectifs militaires n'étaient peut-être pas là où ils pensaient qu'ils étaient. Alors ce qu'il va falloir maintenant, par contre, pour Netanyahou notamment, c'est pouvoir déclarer victoire. Donc comment va-t-il déclarer victoire si on ne lui ramène pas la tête, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même un peu ça, des principaux dirigeants du Hamas qu'il a encore promis de tuer. Je crois aujourd'hui, ils ont dit qu'ils tueraient tous les protagonistes de l'assaut du 7 octobre. En les ciblant à la manière de Golda Meir, à l'époque, on s'en souvient des JO de Munich, où finalement chacun des commanditaires, des responsables, des auteurs en tout cas de ces attentats avait fini tôt ou tard par subir la vengeance israélienne. C'est cela aujourd'hui qu'est prête à faire Israël, quitte à aller chercher Khaled Meshal, par exemple, au Qatar? C'est ce qui a été annoncé, mais dans les faits, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il faut aussi comprendre que Benyamin Netanyahou est confronté à sa propre population, à sa propre politique en interne. Il subit également des pressions. Il va devoir rendre des comptes, forcément, politiquement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que véritablement les Israéliens ont une vision de ce qui se passe à Gaza? A priori non. Et je rejoins totalement ce que vous disiez sur notamment la présence des tunnels et des passages. Ils sont aveugles, complètement aveugles. Ça fait des années qu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir du renseignement. Cartographier précisément ce qui se passe dans Gaza. C'est peut-être l'objectif de l'opération, qui sait, d'aller chercher une cartographie, d'aller au contact pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, parce qu'ils sont isolés depuis très longtemps. Après, la question des otages aussi est un point ferme, non-retour pour Benyamin Netanyahou, y compris vis-à-vis de sa propre population et de sa politique en interne. Sauf qu'il n'en a pas fait le préalable de cette offensive terrestre. Absolument. Et il dit, tant que les otages ne seront pas libérés, il met des conditions à la trêve, ou en tout cas à un cessez-le-feu, à la libération de tous les otages sans contrepartie. Alors que des dizaines de milliers d'habitants de Gaza se dirigent vers le sud, quelques 50 000 civils avaient déjà fui hier le nord de la bande de Gaza par un couloir d'évacuation, couloir ouvert à nouveau ce jeudi. Jules Boiteau. À l'hôpital de Beth Laïa dans le nord de Gaza, cette ambulance apporte en urgence le corps d'un enfant de 2 ans. Les secours tentent de le réanimer en vain.
S'il vous plaît, ne le mettez pas à la morgue. Laissez-moi le ramener à la maison et je l'enterrerai demain. La partie nord de Gaza est la cible des bombardements toujours plus massifs des forces israéliennes. Au milieu des ruines, les habitants qui ne sont pas encore partis enterrent les morts dans des fosses communes. Une zone devenue invivable. 50 000 civils ont fui mercredi vers le sud par un couloir d'évacuation ouvert pendant quelques heures par l'armée israélienne. Depuis le début de la guerre, 1,5 million de Gazaouis ont été déplacés selon l'ONU. Ces familles ont pris la route à pied en emportant le strict minimum. Dans ses bras, cet homme porte son fils, né il y a un peu plus d'1 mois. On est épuisés, ça fait longtemps qu'on marche, on ne sait pas ce qu'il nous reste à parcourir. On a quitté le nord à cause des bombardements intenses. Nous avons tenu 32 jours là-bas. Mais hier, on a décidé de partir car les bombardements s'intensifiaient. Les enfants et les femmes étaient terrifiés, nous n'en pouvions plus. Ils n'ont aucune pitié, les enfants sont trop fatigués pour continuer à marcher. Certains portent leur mère sans savoir où aller. C'est une nouvelle Nakba pour le peuple palestinien après celle de 1948. Où pouvons-nous trouver un abri? Le sud de l'enclave où s'entassent désormais des centaines de milliers de personnes n'est lui non plus pas épargné par les bombardements. Les habitants y manquent de tout, alors que l'aide humanitaire peine à entrer. Selon le Croissant Rouge palestinien, 33 camions d'aide humanitaire pénètrent chaque jour en moyenne dans Gaza. Bien peu en comparaison des besoins réels de la population. Il en entrait 500 quotidiennement avant le début de la guerre. Richard Verlier, au final, cette conférence de Paris aujourd'hui, elle peut contribuer à améliorer le sort des Palestiniens de Gaza ou pas? C'est difficile à dire. Alors, il y a au fond deux manières de voir les choses. Soit vous pensez que la diplomatie, que ce type de conférence est toujours utile parce qu'il permet d'abord de parler, il permet de prendre un certain nombre de décisions et surtout de débloquer des fonds. Donc je dirais que sur le plan formel, oui. Par contre, la mise en œuvre, vous savez qu'il y en a de l'aide humanitaire à Rafah du côté égyptien, mais qui n'arrive pas à rentrer. Donc tout le problème, c'est la mise en œuvre. Vous pouvez promettre 1 milliard, c'est beaucoup d'argent, mais si vous n'êtes pas capable de le traduire en cargaison médicale, en équipement hospitalier et en sauvetage de blessés, franchement, ça ne rime à rien sur le terrain. Même pire, ça peut accroître le désespoir de la population qui ne comprend pas qu'on parle d'elle à Paris, qu'on lui promet des secours, alors que rien ne se matérialise. Le préalable, c'est quoi? C'est le cessez-le-feu ou c'est aussi peut-être une plus grande implication encore des autorités égyptiennes? Le préalable, d'abord, c'est une trêve. Avant même un cessez-le-feu, ce serait une trêve humanitaire avec un cessez-le-feu après. Vous avez raison. Cette conférence, c'est ce que les diplomates appellent une conférence de témoignage, en fait. Et ça a été inclus dans un cadre. Emmanuel Macron a fait cette conférence dans le cadre du Forum pour la paix. Donc on voit bien l'intention qui a été donnée de vouloir revenir à la paix avec effectivement ce cessez-le-feu. C'est l'objectif politique. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? En attendant, lever de fonds, parce que les besoins sont énormes. On l'a entendu aujourd'hui, 1,2 milliard de besoins pour la bande de Gaza, mais également la Cisjordanie. La situation est catastrophique sur place. Et puis nous avons vu également de la part de la France comme de l'Union européenne, un glissement entre le 7 octobre où Israël effectivement se défendait. Là, on est dans un autre momentum où les forces sont déséquilibrées et on a affaire à une population civile qui est, on le sait et tout le monde l'a dit et on l'a constaté, qui a besoin de tous des besoins élémentaires, boire, l'électricité, l'eau. Donc on a une levée des fonds, ok, mais la faisabilité, et là c'est resté flou, là c'était particulièrement flou sur la logistique, comment faire rentrer toute cette aide humanitaire, parce que l'argent et finalement les moyens pourront être mobilisés, mais toute la question c'est qui va pouvoir faire entrer toute cette aide par voie maritime, par voie aérienne, et la difficulté, elle est là. Avec, il faut le rappeler, deux absents. Oui. Deux absents dont on peut comprendre l'absence, mais Israël et le Hamas. À partir du moment où vous n'avez pas les deux principaux protagonistes, qui les seuls peuvent ouvrir les portes ou acheminer les cargaisons, il y a quand même un problème. Restent ces annonces, une aide française qui passe de 20 à 100 millions d'euros, 1 milliard, j'ai dit 1 million tout à l'heure par heure, c'est bien 1 milliard qui a été levé depuis le 7 octobre, date des attentats. Tiens d'ailleurs, finalement, ce qui est le plus important aujourd'hui, au-delà de la logistique, c'est quoi? C'est cet effet d'annonce, montrer qu'on rééquilibre d'une certaine manière la position en faveur d'une certaine manière des Palestiniens qui jusqu'à présent n'osaient peut-être pas soutenir pleinement, compte tenu encore une fois de l'ombre portée de ces attentats du 7 octobre commis sur le sol d'Israël. Alors c'est sûrement important pour les Occidentaux,
qui sont très inquiets d'avoir contre eux les pays arabes, l'opinion publique arabe. Donc l'effet de dire nous sommes solidaires des Palestiniens, c'est plutôt pour des pays, les Européens par exemple, c'est très important. Est-ce que pour les Palestiniens, encore une fois, pour les populations concernées, c'est important? Oui, théoriquement, mais je le répète, 1 milliard. Lorsque vous êtes en train de mourir, lorsque votre enfant, comme on l'a vu, meurt dans vos bras, ça veut dire quoi? Mais oui, ça reste extrêmement abstrait. Pour Emmanuel Macron, j'évoquais le rééquilibrage à l'instant, parce qu'il y a aussi cette annonce ce dimanche d'une grande marche contre l'antisémitisme à laquelle participera l'ensemble de la classe politique, France Insoumise exceptée. C'était important aussi pour le président français de montrer qu'il n'oublie pas la cause palestinienne. Absolument. C'était de dire d'abord qu'il fallait lutter de manière active et ne rien laisser passer sur l'antisémitisme, mais en attendant, au même moment, il faudra aussi apporter ce soutien. Parce que jusque-là, quand même, le soutien à la population de Gaza n'a pas été clair dès le départ. Il y a eu un temps d'attente. On a eu des couacs au niveau de la Commission européenne. On a vu une von der Leyen aller de sa propre initiative sur place après l'émotion forte et justifiée des attaques du 7, mais il n'y a pas eu de pendant humanitaire. On a évoqué au niveau de la Commission européenne la fin des aides, avant qu'un certain nombre de pays, d'abord l'Espagne, notamment sous l'impulsion de Podemos, mais ensuite d'autres pays européens, ne viennent affirmer que non, pour eux, il s'agissait de maintenir non pas l'aide au développement qui passe par le Hamas, mais bien l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, et donc ce rétropédalage à la fois au niveau européen et on peut dire globalement au niveau occidental, a profondément choqué la rue arabe. C'est clair, la rue arabe et ne comprend pas que les Occidentaux, on est dans un monde fracturé, multipolaire. On n'a pas oublié évidemment ce qui s'est passé en Ukraine, en Russie. On a vu des équilibres géopolitiques, géostratégiques se redessiner. Un Vladimir Poutine qui reçoit le Moufti, par exemple, de Moscou, lui répondant salam alaikum en arabe. Ce sont des messages que les Occidentaux, pour l'instant, ou jusqu'à présent, n'avaient pas exprimé de manière claire, ou en tout cas de manière unie. Il faut conquérir les cœurs du Sud global, c'est aussi l'un des enjeux de cette conférence aujourd'hui, Richard Verly. Il faut reconquérir, et c'est souvent ce qu'il y a le plus difficile, parce qu'il y a maintenant la frustration, la rancœur, le sentiment d'abandon, et il y a le doute surtout. Il y a le doute qui s'est instillé et que des dirigeants comme Vladimir Poutine vont évidemment exploiter le plus possible. Lui qui recevait les dirigeants du Hamas, dit-on, un mois avant la commission de ces attentats. Il y a le doute sur le fait que les Occidentaux sont prêts à faire un geste humanitaire conséquent, 1 milliard, mais ne sont pas prêts pour autant à faire pression sur Israël, enfin à déployer une pression maximale. Donc moi je crois que c'est extrêmement difficile. C'est une vraie inquiétude ici en Occident, c'est une vraie inquiétude pour les Européens qui continuent de dire nous sommes les premiers bailleurs de fonds des Palestiniens, ce qui est vrai, mais la question subsidiaire c'est avec quel résultat? Vous avez vu dans quelle situation sont aujourd'hui les Palestiniens malgré tout l'argent que vous aviez donné. Donc l'Europe, elle a un problème, elle doit aussi se regarder dans son miroir. La question tout de même posée à l'époque par Ursula von der Leyen quand elle évoquait la suspension de ces aides, c'est comment garantir, et c'est d'ailleurs l'un des 3 objectifs annoncés par la conférence de Paris aujourd'hui, que cette aide ne soit pas détournée par le Hamas, que ces 100 millions d'euros pour la France, 1 milliard au total pour l'ensemble des pays concernés, n'aillent pas directement dans les poches du Hamas en roquettes, en munitions diverses et variées. Toute la difficulté et la complexité de cette affaire, c'est de faire que l'aide arrive directement aux Gazaouis. Alors, on sait que, évidemment, depuis maintenant 6 ou 7 ans, même plus, le Hamas qui gère la bande de Gaza et de l'autre côté l'autorité palestinienne sont totalement défaillants. Ils sont corrompus. La structure même de ce qui peut porter à la fois le Fatah ou encore le Hamas est totalement défaillante. Les populations, du coup, sont doublement victimes de cette... Alors qu'il y a de l'aide, il y a beaucoup d'argent qui est injecté et les Occidentaux sont aussi les premiers partenaires d'Israël. Donc c'est très paradoxal. En portant de l'argent, des moyens et de l'attention, voilà le résultat produit. Donc force est de constater que c'est un échec patent. En attendant, il faudra aller vite parce que la population et les conditions sanitaires, humanitaires à Gaza ne sont plus tenables. On en revient quand même à l'administration de Gaza, parce que cet argent, il ne va pas être dépensé tout de suite. Absolument. Il est aussi destiné à être géré pour l'après. Et on voit bien que dans l'esprit, en tout cas des donateurs, en tout cas de la France, ce n'est pas le Hamas qui peut administrer demain cette C'est certain, mais je pense qu'à un moment donné, encore une fois, là, on est malheureusement dans une discussion théorique vu ce qui se passe. Et là, il y a une urgence. Mais posons-nous quand même la question. Tout à l'heure, vous parliez, Karim, de la possibilité pour le Qatar de prendre en charge ce territoire. Eh bien, peut-être
peut-être faudrait-il admettre que les Occidentaux, ce n'est plus nous qui devront prendre en charge ce territoire. Peut-être que les pays arabes, si éventuellement on arrivait à ce que les pays arabes proposent une solution, eh bien peut-être que le rôle des Occidentaux sera de financer cette solution, d'être aux côtés des pays arabes, mais d'accepter qu'ils sont peut-être mieux placés aujourd'hui pour mener une vraie grande opération humanitaire, au fond un sauvetage de la Palestine, que ne l'ont été les Occidentaux. En s'imposant peut-être aux Occidentaux par une médiation qui permettrait la libération d'otages et donc les imposerait, ces médiateurs, le Qatar par exemple ou l'Égypte, comme définitivement non pas à défaut d'être les maîtres du terrain, en tout cas demain, les administrateurs de Gaza. Ça serait une possibilité, je suis d'accord avec vous. Je vous rejoins, ça permettrait de désamorcer en tout cas tous les blocages politiques, institutionnels là, parce que l'idée, ça serait d'aider au plus vite. Et donc c'est un moyen également de discuter avec le Qatar, de discuter avec l'Égypte, et en les mettant aussi, il faut le dire, devant la responsabilité, devant cette zone. L'Égypte est quand même frontalière de cette zone-là, ça fait des années. Elle a beaucoup contribué au blocus. Et elle a énormément contribué au blocus. Il faut être clair là-dessus aussi. C'est une manière aussi de mettre le monde arabe, ces pays-là, devant la responsabilité en disant que peut-être que les États européens occidentaux pourraient être derrière, mais c'est à eux d'aller vraiment sur le terrain. Merci Karim Akiki, merci Richard Verly qui était notre invité aujourd'hui. On se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Restez avec nous.